Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième émission de Perspective Libre, l'émission qui met en avant les auteurs du Cercle Aristote. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir François Martin pour parler de son ouvrage L'Ukraine, un basculement du monde. Donc, c'était une lecture absolument passionnante. Merci. On va en parler évidemment là pendant près d'une heure et demie. Comme d'habitude, eh bien, vous êtes amenés à pouvoir poser vos questions à François Martin. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager ce live pour qu'on puisse être le plus nombreux possible. Alors, déjà, on va commencer par le commencement. François Martin, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? D'où venez-nous? Alors, moi, je suis marqué par plusieurs choses, mais une chose primordiale, c'est l'international. Je suis issu de plusieurs générations d'ingénieurs des ponts, de polytechniciens ingénieurs des ponts qui étaient tous ce qu'on appelait des ponts colos. Parce que dans les ingénieurs des ponts polytechniciens, selon votre rang de sortie, vous êtes un pont métro. Donc, on vous envoie à Bar-le-Duc, vous êtes un pont colo, et un pont colo, on vous envoie à Pointe-Noire, selon votre rang de sortie. Et mes grands-parents, ma mère, mes deux grands-mères, mes grands-mères, ma mère, mon père, tous mes oncles, c'est tous des ponts colos. Donc, j'ai un de mes grands-pères qui a été directeur des travaux publics en Indochine, où ma mère est née à Hanoï. Ensuite, il a été en Algérie. Ensuite, il a été au Maroc. Mon autre grand-père a été 20 ans en Algérie. Mon père avait fait toute sa vie en Algérie. Mon père est lui-même ingénieur des ponts. Il a été nommé à Pointe-Noire. Il a été nommé à Dolizy, qui était un village entre Brazza et Pointe-Noire dans la forêt où je suis né. Ensuite, j'ai vécu au Sénégal. J'ai vécu au Maroc. Ensuite, mon père est rentré dans le privé en Espagne. J'ai fait mes études au lycée français de Madrid. Ensuite, j'ai fait l'ESSEC. J'ai fait ma coopération au Brésil, à Rio. Et après, j'ai fait 40% de mon temps, 40 ans de commerce international de l'alimentaire à l'étranger sur une centaine de pays. Afrique d'abord, que je connais très bien. Le pays que je connais le mieux au monde, c'est le Nigeria. Ensuite, Moyen-Orient, parce que je m'occupais du développement dans les entreprises où j'ai travaillé. Moyen-Orient, ensuite Asie et Amérique latine. Et ensuite Europe centrale, quand j'étais dans le lait, je voyageais en République, Pays baltes, Pologne, Tchèque, etc. entre 88 et 92. Donc j'ai vu la chute du mur en direct, vraiment en direct. Donc je dirais, je connais pas l'Ukraine proprement dite, mais j'ai été à Rostov-sur-le-Don une fois, et puis je connais les systèmes communistes parce que je les ai vus, ou post-communistes, je les ai vus fonctionner en direct, et puis si vous voulez, j'ai vu des centaines de gouvernements corrompus, donc je sais comment marche ce genre de mécanisme, et la géopolitique est ma passion, et j'ai créé il y a une quinzaine d'années un club qui s'appelle HEC Géostratégie, où j'ai invité tous les géopoliticiens français, et je le fais encore aujourd'hui. Et j'ai créé après les assises HEC de la géopolitique, donc qui essaient de mettre en œuvre des militaires d'un côté, puisque je suis partenaire de l'IHEDN, dont je suis auditeur, et des gens d'affaires. Voilà, un peu mon univers, c'est ça. Et en plus, j'aime la politique. J'ai pas pu en faire autant que je voulais parce que j'avais pas le temps, en fait, puisque j'ai 5 enfants et ma femme est prof, donc j'avais pas trop de temps, mais j'ai essayé quand même. Moi, je suis conseiller municipal de mon village. Et puis l'autre chose que j'aime, c'est écrire, en fait, lire, écrire. Je suis un intellectuel, voilà. Et alors justement, c'est quand même assez incroyable de voir que vous avez passé quand même une grande partie de votre vie à l'étranger, et pourtant vous revenez vers vos racines, et on sent que vous êtes attaché à votre pays. Comment ça se fait? Pourquoi vous n'êtes pas parti dans la Silicon Valley, je sais pas? Parce que, justement, je dirais que l'exercice le plus intéressant, à mon avis, c'est celui qui consiste à partir et revenir, parce que vous finissez par voir votre propre pays avec les yeux des étrangers. Vous le voyez comme votre propre pays, mais vous le voyez aussi avec les yeux des étrangers.
Et ça, c'est très intéressant parce que vous voyez les choses avec une vision binoculaire que beaucoup de Français n'ont pas. C'est-à-dire, ils ont à la fois des très belles choses qu'ils ne voient pas, ou ils ont des défauts qu'ils ne voient pas. Alors que quand vous revenez d'Afrique et vous comparez, vous faites en permanence la comparaison, ça vous donne une vision, je trouve, plus riche de votre propre pays. À condition, évidemment, d'aimer son pays, ce qui était mon cas, et ce qui est aujourd'hui mon cas. Je vous donne un petit exemple. Quand je me souviens très bien, je l'ai expliqué à Paul-Marie Couteau là, dans la conversation que j'ai faite avec lui pour TV Liberté, que quand je suis rentré en France en terminale, j'ai regardé les Français, je me suis dit, mais je crois que j'ai jamais vu de ma vie des gens aussi mal dans leur peau. Pas tristes, mais mal dans leur peau. Et aujourd'hui, j'ai 69 ans et je le pense autant. Donc, je pense qu'il y a un problème en France, et je pense que je sais lequel. Mais vous voyez, ça, c'est une chose qui m'a frappé. Ce côté mal dans leur peau des Français, qui n'est pas de leur faute, à mon avis, qui est dû à une partie de leur histoire. Mais bon, on va pas s'apesantir, mais je pourrais vous en dire un mot s'il y a des questions là-dessus. Avec plaisir, on Voilà. reviendra là-dessus, je pense, vers la fin, parce que ça ne veut pas dire que je les aime pas, hein, pas du tout, hein, mais je pense qu'ils ont quelque chose sur le dos que l'on ne trouve pas chez les Espagnols, ou chez les Italiens, ou chez les Brésiliens, ou même chez les Américains. Il y a une fracture mémorielle qui est extrêmement lourde à porter et que vous sentez quand vous revenez de l'étranger en France, ça vous frappe. À chaque voyage, ça me frappe. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient, il y a quand même quelque chose, un sentiment, un regard qu'on porte sur nous-mêmes que les étrangers n'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, typiquement, ça, dans les pays de l'Est, vous avez dû le voir, hein, ça. Oui, absolument. Et alors, une autre de mes caractéristiques, c'est que vous voyez le Saint-Martin qui est au-dessus. Je me suis mis sous la protection, donc je suis un chrétien. Voilà. Alors, et ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle en espagnol un bargueño, c'est-à-dire un meuble à tiroir qui est absolument magnifique. Et ça, c'est espagnol. C'est vrai qu'on voit que c'est relativement bien ouvragé. Hein. Et l'icône, en fait, on a l'impression que c'est un style un peu justement pays de l'Est. C'est ça. Alors c'est un Français qui a fait ça, parce que je cherchais, on s'éloigne un peu, mais on s'éloigne pas trop quand même. Je cherchais des icônes depuis longtemps et ce que je voyais ne me plaisait pas. Et je me suis aperçu en lisant un jour Famille chrétienne qu'il y avait un iconographe qui était donc un ermite iconographe et qui vivait dans la montagne. Pas dans une caverne, mais dans un petit ermitage, à quelques kilomètres dans la montagne, au-dessus du château de mes parents, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Et je suis allé le voir et il nous a fait une icône, une Vierge à l'enfant absolument magnifique. Et après, il est parti en Roumanie et il m'a dit, on lui a commandé un Saint-Martin et il nous a dit, je vous amènerai le Saint-Martin, mais je peux pas vous dire ni quand, ni combien ça vous coûtera. Un jour, je vous appellerai. Et un jour, il nous a appelé en disant, voilà, je rentre de Roumanie, je viens d'arriver, j'ai traversé toute l'Europe en bus et on a foncé à Paris et il nous a livré ça dans un papier journal entouré de ficelles. Et il nous a dit, j'avais pas du tout envie de la donner parce que je l'ai montré à la télévision roumaine et elle a tellement plu aux Roumains que elle est devenue célèbre en Roumanie. Voilà. Comme c'était la mienne, il me l'a livré quand même. Bon, c'est important de satisfaire ses clients. Voilà. Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans votre parcours, parce que évidemment, on me donne certains ouvrages à lire pour préparer ces émissions, et quand on voit votre parcours, on se dit c'est bizarre. Effectivement, il a pas été en Ukraine ou très peu, non. Et on ouvre l'ouvrage en se disant de quoi va-t-on parler, sur quelle expertise, etc. Et là où je pense que c'est vraiment le message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est que cet ouvrage finalement ne parle pas de l'Ukraine. Oui. Il parle du basculement du monde. C'est vraiment
votre travail est vraiment très intéressant parce que on sent que vous avez fait déjà une remise dans le contexte historique, géographique, culturel, Ça, etc., il faut. euh, qui permet d'arriver à comprendre ce qui se passe en Ukraine. Donc ça, Mm, c'est finalement la première partie du livre. Et sur la mm. deuxième partie du livre, vous en tirez un certain nombre de conclusions. Et c'est vraiment extrêmement riche, pas seulement sur effectivement l'affaire ukrainienne, mais sur tout ce qui se passe dans le monde. Oui, oui. Pourquoi vous avez écrit ce livre finalement Ben, qu'est-ce qui... j'ai senti, vous savez, j'ai une expérience internationale qui est quand même assez forte et une expérience sur le terrain. C'est-à-dire, mon expérience n'est pas issue de livres ou de statistiques ou de calculs, mais moi, j'ai passé ma vie à aller, comme je vendais des produits alimentaires, en plus à aller sur les marchés, à discuter avec les petites gens et tout. Je dirais, j'ai une compréhension un peu physique et charnelle des questions internationales. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans mon métier, c'est de comprendre les peuples, de savoir pourquoi ils réagissaient comme ça, qu'est-ce qu'un Ivoirien pense, qu'est-ce qu'un Polonais pense, etc. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai senti que dans cette histoire d'Ukraine, il y avait quelque chose. D'abord, il y avait une grosse arnaque, et puis qu'il y avait, ça ouvrait sur quelque chose que ça allait être, dans la compréhension générale du monde, ça allait être un basculement et une accélération. Donc, il fallait d'abord parler du conflit, parce qu'évidemment, la fin du conflit déterminera un certain nombre de choses sur le plan géopolitique. Donc, il fallait remonter à l'histoire. Il fallait aborder les aspects économiques, non seulement militaires et géopolitiques, mais aussi économiques, diplomatiques. Ça, c'est très important, culturel, etc. Et puis ça, donc, c'est la première partie. Et ensuite, il fallait en tirer des conclusions, c'est-à-dire qu'arrivera-t-il demain ou que peut-il arriver aux États-Unis, comment ils pensent, comment ils peuvent tirer les marrons du feu dans cette situation, et les Chinois, et les Russes, et les Moyen-Orientaux. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde depuis longtemps, mais ça, c'est un accélérateur absolument formidable. Et il faut montrer tout ça, parce que sinon, les gens, ce qu'on lit, c'est d'une pauvreté absolue. Ce qu'on regarde dans les télés, n'en parlons pas. Mais il faut expliquer aux gens un peu comment tout ça se reconstruit. Voilà. Et voilà. Justement, sur cet aspect-là, vous en parlez au début de l'ouvrage, parce que j'ai l'impression quand même que quand on essaie d'avoir justement ce type de discours un peu plus construit, on s'oppose à un certain nombre de critiques virulentes. Alors, Bah, bien sûr. je vous cite au début dans l'introduction, vous dites « Si l'on veut avoir une considération pour son pays, pour les hommes en souffrance ou pour la paix du monde, on doit impérativement garder la tête froide et dissocier ce qui ressort de la logique des choses et de ce qui précède de ses propres sentiments. Si l'on veut qu'un malade soit soigné, c'est la compétence et à la distance du médecin qu'il faut le confier et pas à l'affectivité de ses amis. Ben, et bien ses parents. sûr, bien sûr. Or, si vous voulez, il y a une remarque préalable qu'il faut absolument faire, qui est indispensable. C'est moi, j'ai fait beaucoup de bateaux, et quand vous faites du bateau, vous savez que vous avez deux types d'écoulement du vent dans vos voiles. Vous avez ce qu'on appelle l'écoulement laminaire et ce qu'on appelle l'écoulement turbulent. L'écoulement laminaire, c'est quand le vent passe dans les voiles et ça fait avancer le bateau. Quand les voiles sont mal mises, vous avez un écoulement turbulent, c'est-à-dire vous avez des vortex. Et le système moderne aujourd'hui fonctionne exactement de la même façon. Le système social ou le système médiatico-social, quand vous avez un État qui joue son rôle, une économie qui marche à peu près, une fracture sociale qui est pas trop large, etc., vous avez un écoulement laminaire, c'est-à-dire que l'énergie vitale des gens, des familles, etc., s'exprime, donne de la réussite, du développement, de la montée sociale, etc. Quand ça marche pas, vous avez des vortex sociaux, et les vortex sociaux, ça s'appelle des systèmes de boucs émissaires. Parce que la violence doit se traduire d'une certaine façon et elle se traduit dans les systèmes de boucs émissaires. Et ça, c'est très important parce que vous avez deux sortes de systèmes de boucs émissaires. Vous en avez certains de temps de guerre, c'est basé sur la peur. Alors celui-là est un ennemi de la patrie, donc il faut le tuer. Et vous en avez d'autres en temps de paix, comme aujourd'hui, qui sont basés sur ce que j'appelle le piège émotionnel. Donc on va vous piéger par l'émotion
Et on vous a tellement gavé au piège émotionnel que vous vous en rendez pas compte, qu'on vous présente systématiquement les choses en vous disant, voilà, ça c'est un méchant, ça c'est un gentil. Donc, il faut toujours, mais toujours se dire, attends, en quoi est-on en train de me piéger? Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne deux exemples. L'un, chaque fois qu'on vous pose la question, qu'un journaliste vous pose la question, il dit quel est votre ressenti? Et moi, j'ai envie de répondre à chaque fois, mais attendez, je m'en fous de mon ressenti, c'est mon analyse qui compte. C'est mon analyse froide, raisonnée, etc. Donc, c'est pas le ressenti. Le ressenti, c'est un piège émotionnel. Autre exemple, Nicolas Dupont-Aignan est interrogé par Sonia Mabrouk. Et elle lui dit, mais c'est quand même les Russes qui ont envahi l'Ukraine, quoi que vous disiez. Et il dit, oui, mais. Alors moi, je lui envoie un message, je lui dis, Nicolas, vous vous êtes fait piéger. Parce que vous auriez dû lui dire, écoutez, chère Sonia, vous avez simplement pas dit que avant le 22 février, il y a eu 8 ans de guerre civile, entre 16 et 20 000 morts, essentiellement des civils, une effroyable guerre civile, sauf que c'est des Russes. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand c'est des Russes qui meurent, on n'en parle pas. Par contre, quand c'est des Ukrainiens, on en parle. C'est ça que vous me dites, chère Sonia. Et donc, elle leur a dit, donc, automatiquement, les choses, ça je le dis en introduction à chaque fois parce que c'est extrêmement important. Il faut toujours se demander où est le piège émotionnel qui fait que on va mettre en place immédiatement un système de bouc émissaire qui va permettre d'abord d'infantiliser les gens, ensuite de les empêcher de réfléchir et de réfléchir comme le médecin, comme vous dites, bon, froidement. Quelle est la situation, comment ça peut évoluer, etc., etc. Si on fait pas ça, on peut rien comprendre. On est juste les marionnettes d'un système qui est devenu un système politique et un système de domination. Tellement il est universellement développé dans le monde occidental, si vous voyez. Tout est comme ça. Du coup, selon vous, ce phénomène, est-ce que c'est quelque chose de conscient ou est-ce que c'est peut-être un phénomène de psychose sociale, on va dire? Non, moi je pense qu'il est parfaitement conscient. Il est construit comme ça par des agences de publicité occidentales. Les agences américaines ont fait appel aux gens à l'émotionnel parce que comme ils ont un peu peur de la situation, etc. Et puis, si vous voulez, c'est facile. Quel est votre ressenti? Ah oui, on veut savoir quel est mon ressenti, sauf que on vous traite pas en adulte quand vous dit ça, mais et on est tellement gavé à ça que on s'en rend plus compte. Mais si vous faites attention, vous verrez que c'est absolument systématique. Donc, notre réponse d'homme adulte, intelligent, froid, enfin, autant que possible, c'est de se dire, attends, là, non. Voyez, le premier article que j'ai fait quand ça a commencé, j'ai écrit le piège vient de se refermer, Ukraine, le piège vient de se refermer, 3 petits coins sur Poutine. Parce que je me suis dit, on est en train de nous vendre une histoire comme quoi Poutine est le méchant, l'agresseur, etc. Or, toute la politique américaine jusqu'à présent visait, et ensuite j'ai été rechercher les sources et je l'ai confirmé, visait en fait à pousser la Russie au conflit armé, donc à piéger les Russes, sauf qu'ils sont sortis du piège. Et le deuxième article que j'ai fait, ça s'appelait Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas les Sudètes, c'est Cuba. C'est-à-dire que c'est pas une guerre de conquête de la Russie, mais c'est bien une guerre existentielle. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout, parce que vous comprenez la réaction des Russes, vous comprenez pourquoi les Américains ne veulent pas battre les Russes, parce que si c'est une guerre existentielle pour les Russes, c'est une guerre nucléaire, il y aura une réponse nucléaire. La position de Poutine aujourd'hui, c'est celle de Kennedy. Donc, si les Russes avaient mis les missiles à Cuba, Kennedy aurait tapé sur la Russie. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors que les Américains, eux, ils peuvent perdre. Ils ont perdu au Vietnam. C'est une guerre d'opportunité pour eux parce qu'ils veulent enfermer la Russie pour un certain nombre de raisons que j'explique dans le livre. Mais en fait, c'est une guerre d'opportunité. Les Américains, elle n'est pas existentielle, cette guerre, aujourd'hui. Alors, justement, je vais me faire candide. Oui. C'est une guerre, effectivement, qui n'est pas existentielle. Il y a, vous nous dites, une construction, je ne sais pas vos mots, mais une construction de l'ennemi, hein, si je comprends bien, ou en tout cas une volonté de montrer les choses d'une certaine manière. Oui. Quel est l'intérêt de la France dans tout ça? Ben, il est nulle part.
C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est qu'il y a la France est enfermée dans l'Europe et la France, en fait. Je dis dans la conclusion que je pense qu'on fait un contresens sur la nature de nos dirigeants européens. Parce que on pense encore qu'on a en face de nous des dirigeants issus de la philosophie gaulliste ou de la philosophie, je dirais, des républiques précédentes, où on avait un homme qui représente le peuple à travers un système démocratique, etc. Or, je pense que ils sont tellement dans le système européen et l'Europe a tellement pris de place et la Commission a pris tellement de place qu'on a en face de nous des dirigeants qui sont des dirigeants du système socialiste soviétique, en fait. Ce sont des soviétiques. Jaruzelski ne se dit pas de quoi mon peuple a besoin, alors que toute la viande s'en va en Russie quand je suis allé en 81 et que tous les Allemands de l'Est et les Polonais, ils mangeaient de la mortadelle et des patates bouillies à la margarine tous les jours et tout le temps. Mais il se dit pas de quoi mon peuple a-t-il besoin. Il se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour garder ma place. En fait, ils sont construits par le système européen qui les place. Ils ont envie de rester et ils n'ont pas la fibre nationaliste. En fait, ils cherchent pas l'intérêt de leur pays. Mais parce que c'est vrai que au début de toute cette affaire, enfin au début, non justement, c'est pas le début, mais au début de l'invasion plutôt pour être précis. Oui. On se dit, bon, là, on rentre dans la cour des grands, c'est une affaire régalienne, les pays vont reprendre le dessus et gérer cette affaire-là de manière internationale. Et là, on voit Madame von der Leyen surgir un peu de nulle part, prendre des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Mais comment c'est possible? Comment on a pu laisser faire justement, le drame est là. Alors, je vais expliquer un peu l'histoire, mais le drame, regardez, les premières sanctions qui ont été le début de notre défaite, en fait, parce que les sanctions se sont retrouvées contre nous, parce que, en fait, 80% des pays de la planète ne les ont pas adoptées. Donc, quand vous décidez de faire le blocus d'un pays, mais que vous êtes tout seul et que les autres ne font pas le blocus, c'est votre propre blocus que vous organisez. Forcément. Si tout le monde fait le blocus de l'ennemi, c'est vous qui faites le blocus, mais si tout le monde commerce avec l'autre et que vous êtes le seul à faire le blocus, c'est vous qui vous bloquez. C'est un peu Napoléon et le blocus continental, quoi. Oui, c'est ce qu'on a fait, en fait. Et c'est ce qu'on fait. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut remonter, comme je le fais, à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il faut lire Branca, il faut lire Éric Branca et comment ça s'appelle, l'ami américain qui donne un certain nombre de clés. Et les autres clés, pour moi, c'est l'historienne Annie Lacroix qui les donne. Et il montre qu'en fait, les Américains ont toujours eu l'habitude de poursuivre deux objectifs contradictoires et de choisir celui qui les arrange le mieux au bout du compte. Par exemple, ils ont soutenu Khomeini et le Shah. Ils ont fini par choisir Khomeini. Ils ont soutenu le FLN et l'OAS. Ils ont financé le FLN et l'OAS. L'OAS pour emmerder De Gaulle et le FLN pour essayer d'avoir les puits de pétrole. C'était le FLN qui avait le dessus. En fait, ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Mais là, ils poursuivent deux objectifs. L'un, c'est de battre les nazis avec les Russes, et l'autre, c'est de retourner les nazis pour se mettre avec les nazis contre les Russes. Ils poursuivent les deux en même temps. Et ils finissent par choisir d'écraser les nazis, parce que de toute façon, les Russes ont déjà écrasé les nazis à Koursk et à Stalingrad, donc ils n'ont pas le choix. Mais leur véritable ennemi, en fait, c'est la Russie. C'est pas le nazisme. Parce que le nazisme est un colosse au pied d'argile. Le nazisme n'a pas de profondeur de champ. Ils n'ont pas d'accès aux matières premières, sauf le charbon qui coûte extrêmement cher à transformer en essence. Ils ont 3 semaines de réserve d'essence, pas plus. Et puis l'autre, c'est qu'ils ont une idéologie de l'espace vital, mais qui n'est pas une idéologie qui contredit directement le libéralisme américain. Tandis que la Russie, elle a une profondeur de champ énorme, elle a un accès aux matières premières sans limite, et en plus, elle a une idéologie qui est directement concurrente du libéralisme. Donc, le véritable ennemi, c'est la Russie. Donc, ça veut dire que la Deuxième Guerre mondiale qu'on arrête en 1945 ne s'arrête pas en 1945, mais en 1991. Elle s'arrête lorsque le véritable ennemi est battu. Mais à ce moment-là, on se dit c'est la détente, mais en fait, c'est pas du tout la détente, parce que
comme la Russie est redevenue présentable et s'est refait une virginité politique en abandonnant le communisme, en fait, le risque, c'est que la Russie se raccroche avec l'Europe occidentale et qu'elle devienne un pôle concurrent des États-Unis. Et ça, c'est mortel pour les États-Unis, encore plus que l'autre système. Donc, comme ils ne peuvent pas aller écraser la Russie, parce que la Russie est une puissance nucléaire, la première du monde, ils vont l'embêter, ils vont essayer d'en manger les satellites petit à petit, etc. Les Russes le savent d'autant mieux qu'ils ont écrit il y a 15 ou 20 ans des livres où ils disaient la Troisième Guerre mondiale aura lieu et les Américains la perdront. Et nous, on ne s'en est pas rendu compte parce que pour nous, la détente, mais il n'y a pas eu de détente en fait. La détente, elle est vraie pour les Russes, parce que les Russes ont besoin de l'Occident pour se développer. Aujourd'hui, ils vont à l'Est, mais c'est pas leur mouvement naturel, ils peuvent pas faire autrement. Mais pour les Américains, la détente est tactique. Elle est stratégique d'un côté, mais elle est tactique de l'autre. L'objectif des Américains, ça a toujours été d'écraser la Russie, parce que le risque est existentiel pour eux si la Russie se rapproche de l'Europe. Donc moi, je pense... Enfin, c'est ce que je dis dans mon livre, qu'ils poursuivent aujourd'hui deux objectifs, comme ils l'ont toujours fait. L'un, c'est d'écraser la Russie, et l'autre, c'est d'écraser l'Europe, en tout cas de piller l'Europe et de la manger. Que c'est la raison pour laquelle cette guerre leur est de toute façon profitable, parce qu'ils nous poussent dans l'entonnoir de la dépense, de la peur, et qu'aujourd'hui, nous étions des alliés, ensuite nous avons été des vassaux, ensuite nous avons été des esclaves, et maintenant nous sommes des proies. Et je pense que l'objectif des Américains inavoué, en fait, et le véritable objectif, c'est de bouffer l'Europe, parce qu'ils courent après deux proies, mais il y en a une qui se défend bec et ongle et l'autre qui ne se défend pas. Donc, ils vont manger celle qui ne se défend pas. Donc, oui, ça, c'est vrai que c'est une analyse que j'avais vraiment appréciée dans votre ouvrage. C'est le moment où vous m'expliquez que, oui, en fait, il y a quelqu'un qui va perdre, mais ce sera pas les États-Unis a priori. Enfin, en tout cas, précisément. Alors, les États-Unis vont perdre à terme. Ils sont perdants à terme. Mais si vous voulez, ce sont des gens pratiques et qui regardent l'argent avant toute chose. Donc, s'ils voient qu'ils ont un gain, à court terme, ils vont se dire bon ben on va prendre le gain à court terme. D'ailleurs, ils ont déjà demandé aux Allemands de démonter leurs usines pour les installer chez eux. Comme ça, ils vont se réindustrialiser pour pas cher avec les entreprises allemandes. Les Allemands, ils vont se dire on va abandonner nos ouvriers, mais on va garder nos capitaux. Donc, ils vont le faire. Et puis, quand il y aura plus d'industrie allemande, ben il y aura plus d'Europe. Et puis, à ce moment-là, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y aura pas de paix. Parce que pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait un accord. Mais le jour où il y a un accord, eh ben, ce jour-là, aussi bien Macron, imaginez qu'il y a un accord de paix demain. Le lendemain matin de la signature de l'accord, tous les dirigeants européens sont tous à Moscou, en train de dire ben, donnez-nous du gaz, donnez-nous nos marchés, rendez-nous aux champs et Carrefour, donnez-nous l'accès au gaz arctique, etc. Donc, il ne peut pas y avoir de paix. Ça arrange. Les Américains ont fait autant d'efforts pour nous mettre dans une situation où aujourd'hui ils peuvent nous piller. Donc, ils vont certainement pas signer un accord de paix. Donc, il va y avoir une espèce de pseudo-guerre un peu mal foutue avec un espèce d'accord tacite façon coréenne, et le temps que les Américains prennent tout ce dont ils ont envie. Et à ce moment-là, ils iront dire aux Russes, ben finalement, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord, etc. Rendez-nous du gaz. Mais à ce moment-là, il y aura pas de risque parce que le système russo-européen ne sera plus existant, non pas parce que les Russes auront disparu, mais parce que l'Europe en tant que puissance politico-économique aura disparu. Voilà. C'est ça que je pense, moi. Ouais, donc justement, réflexion. L'effacement, on pourrait pratiquement dire l'anéantissement de l'Europe, ça empêchera l'émergence, par exemple, d'un potentiel De Gaulle qui irait visiter Moscou en 66 en plein milieu de la guerre froide, quoi. Je pense que c'est ce qu'aurait dû faire Macron s'il avait été un dirigeant digne de ce nom. Il est parti à Moscou. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Moi, j'ai étudié son discours et celui ensuite. Donc, il a été à Moscou d'abord et il a dit, donc l'autre l'a reçu dans cette espèce d'immense table là où il a déjà pris pour un imbécile, et il lui dit moi, je peux pas empêcher que les Ukrainiens choisissent leur propre destin. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que toutes les demandes des Russes depuis que Poutine est au pouvoir, qui consistent à dire on veut une architecture européenne de sécurité qui garantisse la sécurité pour tout le monde, nous on a nos droits, les uns ont des droits, les autres ont des droits, on a des obligations, il faut un système que tout le monde a intégré, où tout le monde accepte ses prérogatives. Donc quand Macron lui dit ça veut dire va te faire cuire un œuf. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et il lui dit ça. Donc, et pourquoi il est venu à Moscou pour dire à l'autre que sa revendication principale, il n'en a rien à faire. Donc, il n'a rien compris. Et donc, il part et le lendemain, il arrive à Kiev et il prend la parole. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il rend hommage, vous écouterez ça, il rend hommage aux soldats ukrainiens morts pour défendre leur pays. De qui il parle ? À ce moment-là, ils ne sont pas en guerre avec les Russes. Il parle des ukro-nazis qui se sont fait tuer dans le Donbass, en tirant sur le Donbass. Voilà, c'est cela dont il parle. Et après, il dit, on va vous vendre des systèmes d'adduction d'eau et les locomotives. Donc, je veux dire, c'est une honte absolue. Donc, quand Poutine entend ça, il se dit, je ne sais pas comment on dit en russe, mais écoute, là, ils vont te promener pendant 50 ans. Si même cet imbécile traite une mission aussi importante que ça, qui est presque la dernière chance, il traite ça comme ça, il n'y a pas d'autre solution que la guerre, la contre-offensive, je dirais. Mais on pourrait peut-être imaginer que, au-delà des discours qu'il est peut-être tenu d'adopter face aux Américains ou à ses alliés. Alors, pardon, excusez-moi, je voulais terminer. Excusez-moi de vous interrompre, mais au contraire de ça, imaginez l'impact que ça aurait eu si le dirigeant avait dit, écoutez, nous, on accueille tous les réfugiés qui veulent venir en France, la France les accueille. Simplement, ils signent un papier comme quoi ils s'engagent à retourner dans leur pays à la fin pour sauver les apparences. Mais on vous donnera tous nos médecins, on les met à votre disposition. On met les avions, cargo, etc., les hôpitaux, on met tout à votre disposition. On ne vous donnera pas un seul fusil. Parce que nous, on ne croit pas à la guerre. Cette affaire n'aura qu'une solution politique et pas une solution militaire. Donc, on adopte une attitude parfaitement pacifiste, mais parfaitement pacifiste. On dit, on est armé, si on nous attaque, on se défendra, mais aujourd'hui, on n'y croit pas. Qui y aurait été ? Les Allemands y auraient été tout seuls, en prenant le leadership de la guerre, eux, les Allemands, contre les Russes, ils ne l'auraient pas fait. Les Polonais, ils l'auraient fait tout seuls, au risque de se faire casser la figure en retour. Donc, on aurait cassé le truc complètement. Et tous les pays du monde qui savent très bien qu'ils ne croient pas du tout au mensonge américain qui consiste à dire pour vous donner la liberté, on va vous zigouiller. Ils ont décodé le système américain depuis longtemps, ils ont vu Saddam, ils ont tout vu. Donc, ils se seraient dit, la France est redevenue ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand pays. Donc, on faisait un coup politique magistral, vous voyez ? C'est ça qui est... Voilà ce qu'aurait fait un grand dirigeant. Mais alors justement, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on a la chance quand même avec la France d'avoir une position dans l'Europe en tout cas, qui fait que si jamais nous on dit non, on n'avance plus, c'est sûr. Mais bien sûr, on est 1000 fois plus fort qu'Erdogan, qui lui leur fait faire la danse du ventre et puis la danse de Saint-Guy, etc. Alors qu'il a une position où il est coincé par les Russes, par les Iraniens, par les musulmans, par les Américains, par l'Europe, etc. Et malgré tout, il arrive à trouver des espaces pour arriver à faire sa politique au milieu de ça et à imposer sa politique. Donc nous, c'était beaucoup plus facile pour nous, mais il fallait être un peu courageux. C'est ça qui est intéressant. Un des arguments qu'on oppose au souverainisme souvent, c'est de dire attendez, soyons sérieux, soyons raisonnables. Nous sommes un petit pays, on ne peut plus rien faire tout seul. Des pays comme la Turquie, par exemple, prouvent le contraire. Bien sûr. Et Israël et Ben Salman, regardez l'autorité qu'a pris Ben Salman. Ben Salman, c'est quand même aujourd'hui un pays qui vend essentiellement un pays où il y a du sable et du pétrole. Bon, c'est plus aussi, si vous voulez, le pays que j'ai connu quand j'y allais dans les années 70 et 80. Mais
Aujourd'hui, Ben Salman a décidé de se retirer des pattes de son mentor américain, de briser le pacte du Quincy, que vous connaissez par cœur, qui est ce pacte entre sécurité contre pétrole négocié entre Abdelaziz Ibn Saoud et comment il s'appelle, et Roosevelt en retour de Yalta. Voilà. Il dit, moi, je prends mes responsabilités. Il veut industrialiser son pays, il veut libéraliser son pays, il veut changer les mœurs. Il va le faire très progressivement parce qu'il a les chefs religieux qui le surveillent. Mais il a pris ses dispositions. Bon, nous sommes quand même beaucoup plus puissants que l'Arabie Saoudite, et nous, on n'a pas de politique. On n'a pas de politique. On a l'impression que c'est une affaire de volonté finalement. Il faut une vision, puis il faut une volonté, oui. On n'a ni vision ni volonté. Regardez ce que je viens de vous décrire de Macron. Faut pas si c'est pour dire ça, c'est pas la peine d'y aller. Alors justement, je reprends ce que je voulais vous demander tout à l'heure. Il paraîtrait que, enfin c'est les analyses que j'avais lues, que justement le président avait été à Moscou par rapport aux entreprises françaises qui sont présentes en Russie. Parce que, comme vous savez, on a des grands groupes qui sont présents là-bas, je pense à Suez, les Muliez, etc. C'est ça. Et Total surtout, oui. Ouais, finalement, le travail peut-être est à moitié fait sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il a essayé de sauver les entreprises françaises, mais pas la position de la France. Si vous allez à Moscou pour dire à Poutine tout ce que tu demandes, c'est de la connerie, je ne sais pas si vous sauvez les entreprises françaises, si vous lui dites ça. À mon avis, au moins, lui dites pas. Dites pas, je ne peux pas empêcher les Ukrainiens de choisir le destin qu'ils veulent, sous-entendu, de demander à faire partie de l'OTAN et d'avoir des bombes. Vous dites pas ça, vous dites oui, je vais vous écouter avec attention. Vous allez aller dans votre sens, mais il y a beaucoup de difficultés. Enfin, on essaye au moins d'avoir un langage un peu diplomatique et d'être intelligent. Or, là, c'était ridicule et le lendemain, c'est encore pire. Je viens pour vous passer le message de Poutine et je vous dis que d'abord que vos écros nazis sont formidables et ensuite qu'on va vous vendre des systèmes d'adduction d'eau. Merci. Alors, c'est ça qui vous en parlez dans l'ouvrage. Vous dites cette guerre s'inscrit au cœur d'une évolution du monde lente mais inexorable que toutes les nations ont accompagnée, mais que nous autres Européens sommes les seuls à ne pas avoir ressenti. Oui, absolument. On se dit. Je pense que le premier choc, c'est le choc diplomatique. C'est au moment où on vote les sanctions, on s'aperçoit que 80% du monde ne suit pas. Or, l'habitude de ce qu'on appelle la communauté internationale dirigée par les Américains avec nous, c'était qu'on leur disait, vous faites ça, ils le font, ils le faisaient. On disait aux uns et aux autres, si vous voulez vos subventions, vous volez comme ça. Et on avait des larbins, des croupions, etc. Et aujourd'hui, on a dans beaucoup de ces pays-là, à l'instar de Ben Salman de l'Arabie Saoudite, mais pas seulement, des dirigeants qui veulent exister sur la scène internationale et qui sont prêts à prendre leurs responsabilités. Donc, ils ont dit non, nous, on n'y va pas, et puis ils veulent rentrer dans les BRICS, et puis ils veulent un Bretton Woods bis. Vous avez vu ce qu'a dit récemment le président de la Tunisie. Le président de la Tunisie qui est les révolutions ont ruiné la Tunisie complètement. Ruiner la Tunisie. La Tunisie aujourd'hui essaye de s'en sortir comme elle peut. Ils ont voté une constitution, ils ont mis 3 ans, je connais bien parce que ma femme est tunisienne. Ils ont voté une constitution type 4e République où il n'y a pas de pouvoir. Ils ont donné le pouvoir finalement aux majoritaires qui étaient les islamistes des Narda, qui sont les frères musulmans, qui ont continué à couler le pays. Le pays est totalement encore bien plus corrompu qu'il n'était avant. Est arrivé donc ce type-là qui est un professeur de droit et qui a dit mais moi je vais remettre de l'ordre là-dedans, je vais virer les mauvais juges, je vais virer ici. Le peuple l'adore en Tunisie. Les bourgeois le détestent, mais le peuple est absolument contre. Alors il essaie de faire un travail un peu gaulien. Et évidemment, quand il veut aller chercher de l'argent pour essayer de poursuivre son œuvre de nettoyage de son pays, les autorités internationales lui disent non.
parce qu'ils lui disent, il faut faire comme on a fait en Argentine en 2000, Dieu sait ce qui s'est passé, il faut libéraliser tout, il faut libéraliser les banques, tout le système. Donc le système ruineux où on vend le pays aux oligarchies internationales. Et il a dit non, et il a dit, c'est moi qui ai rompu les ponts. Il n'a pas dit, c'est le FMI et la Banque mondiale qui n'ont pas voulu me financer. Il a dit, c'est moi qui ai décidé de m'en aller. Pourquoi ? Parce que quand il va aller voir les Chinois, les Russes, etc., aujourd'hui, il a des interlocuteurs valables qui sont prêts à lui proposer des solutions. Donc le système est totalement différent de ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a une véritable alternative et une concurrence. Voilà. Moi, je connais très bien le système de l'Afrique. Aujourd'hui, si vous êtes un pays africain, que vous voulez un barrage, que vous avez du charbon, que vous voulez une centrale à charbon, personne ne va vouloir vous la vendre à l'ouest parce qu'on va vous dire c'est pas écologique. Mais attendez, nous, on a besoin de charbon, on a besoin d'énergie abondante et bon marché. C'est pas les éoliennes qui vont nous sauver. Donc, on a besoin de ça. Et qui c'est qui leur vend ça ? C'est les Chinois et c'est les Russes. Voilà. Et demain, ça sera toute cette autre. Donc, il va y avoir une vraie concurrence sur fond d'affaiblissement progressif du dollar, qui sera rapide ou pas, on n'en sait rien. Moi, je pense pas que ça sera ultra rapide parce que les pays intelligents, ils ont aussi des dollars. Donc, s'ils s'embarquent dans une nouvelle aventure, ils veulent pas tout risquer. Donc, ils vont vendre leurs dollars au fur et à mesure que l'alternative se construit. Mais vous allez avoir... aujourd'hui, on va vivre une période passionnante et nous, dans cette situation, les Occidentaux, c'est-à-dire les Euro-Américains, on n'est pas dans une perspective de croissance. Eux, ils ont les matières premières, ils n'ont pas de dette et ils ont toute la main-d'œuvre. Donc nous, on va faire quoi ? On va se chercher de l'argent entre pays endettés. Justement, est-ce qu'il faut considérer un bloc, ce que vous venez de dire, euro-américain, est-ce que c'est pertinent parce que j'ai l'impression que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'effectivement les Américains, l'Europe, pour le temps que ça sert, ce sera très bien, mais dès qu'on n'en aura plus besoin de nous, merci, au revoir, quoi. Ils auront besoin de nous dans la mesure où ils nous auront achetés, et c'est eux qui dirigeront, qui est leur rêve depuis 1945. C'est leur rêve. Donc là, justement, on arrive finalement sur la deuxième partie de l'ouvrage, sur l'analyse du basculement du monde. Oui. À quoi ça va ressembler là, le monde d'ici ? Alors c'est un exercice un peu fantastique, mais oui, mais il faut. À quoi ça pourrait ressembler là d'ici 20 ans sur des hypothèses. Alors moi, ce que je dis, c'est que d'une part, comme je vous ai dit, je pense que les Américains à terme, ils sont sur sur une pente descendante à cause du fait qu'ils vont perdre la maîtrise du monde et qu'ils ont déjà perdu d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu le risque. D'un autre côté, ils auront des avantages parce que ils vont nous prendre, ils vont manger l'Europe, enfin tout ce qui les intéresse en Europe. Donc eux, ils vont être gagnants et perdants à la fois, mais pas sur les mêmes périodes. Ils vont être gagnants à court terme. Donc ça va les intéresser. D'un autre côté, ils sont pas obligés. Si les démocrates perdent le pouvoir aux prochaines élections et que c'est un conservateur comme Trump, il s'occupera plus de l'Amérique, donc l'Amérique va perdre un peu ce caractère totalement, je dirais, hégémonique, d'empire qui vient surtout de la gauche, Donc les Russes, je dis moi que ils ont un chemin qui est pas simple. Je dis que c'est un peu un funambule sur un fil, parce que en fait le basculement de la Russie vers l'est n'est d'abord pas quelque chose de naturel. Il y a beaucoup d'élites russes chez les oligarques, par exemple à la Banque mondiale, à la Banque centrale russe, qui sont très pro-occidentaux. Poutine a essayé de garder en balance les libéraux occidentalistes d'un côté et les patriotes de l'autre pour équilibrer les choses, comme Franco l'avait fait pendant son règne, et comme De Gaulle l'a essayé de le faire d'ailleurs.
Donc, il faut qu'il intéresse ces élites et toutes ces entreprises en leur disant qu'il y a des opportunités à l'Est. Mais quand vous avez l'habitude d'aller passer vos vacances sur la Riviera et de manger des spaghettis et d'aller à Courchevel boire du champagne, c'est pas facile de vous expliquer que dorénavant, il faudra que vous alliez à Pékin et que vous mangiez voilà. Donc, il y a un basculement aussi de la mentalité qui est pas facile à imposer, hein. D'autre part, bon, moi, je pense que toutes les chances sont là pour qu'il gagne sa guerre parce que le rapport de tir est de 10 contre 1. Donc, quand vous avez la maîtrise du ciel et que vous tirez à 10 contre 1, il ne faut pas vous expliquer que vous pouvez perdre la guerre. Mais parce que tout à l'heure, vous parliez… d'une part, et puis bon, quand vous êtes en guerre, vous êtes quand même en guerre. Donc, d'autre part, je pense qu'il va tirer énormément de fruits de sa position économique parce que l'Asie a énormément besoin d'énergie et lui le premier producteur d'énergie au monde. Donc, il a son marché en face de lui, c'est clair. Donc, ça va être une opportunité formidable. Et l'autre grand opérateur, c'est la Chine. La Chine, elle va profiter à fond de sa position en disant, ben nous, en fait, ils sont pro-russes, mais ils essayent de pas montrer qu'ils sont trop pro-russes. À mon avis, ils le montrent même un peu trop, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'intérêts américains chez eux, et comme ils dépendent du commerce international, ils peuvent pas se permettre, si vous voulez, de se fâcher avec le monde occidental ni avec les autres. C'est pour ça que moi, je crois pas à un envahissement de Taïwan. Je pense que ça serait une erreur diplomatique absolument énorme de leur part, parce qu'ils montreraient que, quoi qu'on en dise, c'est un régime avec le couteau entre les dents, etc., qui fait couler le sang, etc. Et ça serait très mauvais pour leur image. Aujourd'hui, ils ont intérêt à dire, écoutez, nous, on les a mis tout le monde, on n'est pas contre les Russes, etc. Je pense que ça serait une régression pour eux au moment où l'Inde commence à montrer ses forces petit à petit. L'Inde est une puissance extrêmement discrète, mais dans quelques années, l'Inde sera le pays le plus peuplé au monde, hein, il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, il y avait un article aujourd'hui qui montrait que les Indiens ont 5 ou 6% de croissance, alors que la Chine en a 2 ou 3%. Donc, il ne faut pas oublier l'Inde dans cette affaire. C'est un géant qui s'est réveillé avec Modi, mais c'est un géant absolu. Donc, et qui a des liens assez forts avec la Russie, hein, par ailleurs. Ah, bien sûr, évidemment. Ils sont le premier partenaire militaire de la Russie depuis des lustres. Idéologiquement, ils étaient proches des communistes, donc parce qu'ils sont très socialistes en fait, en même temps qu'ils sont très très affairistes aussi. Mais l'Inde va compter beaucoup, donc on va vraiment avoir un basculement et une accélération d'un mouvement qui avait commencé et qui va aller. Mais nous, là-dedans, si on ne se réveille pas, c'est le drame, quoi. C'est dramatique. Et il y a un pays qui peut réagir, c'est nous, parce qu'on n'a pas besoin ni du gaz américain ni du gaz russe. On a la chance d'avoir notre maîtrise énergétique qui est la base même de toute indépendance politico-économique. Et d'abord, on a laissé abîmer notre base énergétique, mais on peut la relever. Mais nous, on a les moyens de dire, voilà, ça on veut pas. Les Allemands peuvent pas, et nous, on peut. Donc, mais on s'en sert pas. Je crois que c'est le grand mystère, hein, mais voilà. Pas que sur le sujet de l'Ukraine d'ailleurs, mais non. On a les outils pour, mais a priori, bon. Voilà un peu, donc on parlera un peu de la question, parce que là, je vois, bon, ça fait quoi? Ça avance, oui. Ouais. S'il y a des questions sur l'aspect culturel, on en parlera, parce que c'est important.
Alors justement, on va pouvoir passer aux questions. Alors, Avec pour ceux plaisir, oui. qui n'en ont pas encore posé, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous manifester. J'en profite pour remercier le resub de Noximus 6. Merci à vous. Ça permet à la chaîne de se développer et de se faire connaître. Donc, c'est vraiment une bonne chose. J'enchaîne avec la première question de Chando. Il dit Zelensky est un héros puisqu'il défend sa nation face aux dangers russes, mais en France, le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la guerre pour louer le nationalisme? Alors moi, je pense que il y a pas de nationalisme ukrainien. Si on lit l'histoire de l'Ukraine, en fait, elle est déjà coupée en deux, avec des gens qui ont un tropisme occidental, qui ont envie d'aller vers la Pologne, et d'autres qui ont envie d'aller vers les Russes. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez dans l'armée, vous avez trois sortes de gens. On en est à la 12e ou la 13e mobilisation. On va chercher les jeunes dans les universités pour les envoyer sur le front. On les ramasse dans la rue. On va chercher, on force les portes des maisons pour essayer de savoir où les hommes sont cachés pour les emmener. Donc ça, c'est la chair à canon. Et puis vous avez les ukro-nazis, les enfants de Stéphane Bandera, qui sont, donc j'explique ça dans le livre, comment le bandérisme est né, soutenu par les Américains, Diany Lacroix-Riz, et depuis 45 jusqu'en 91. Et puis les troisièmes, c'est les supplétifs étrangers. Et au fur et à mesure qu'on tue les Ukrainiens, les étrangers viennent de plus en plus, mais vous pouvez pas. Donc, si vous voulez, pour moi, cette espèce d'unité ukrainienne, elle est totalement fabriquée, elle n'existe pas. De toute façon, les types de Lviv, ils n'ont pas envie de se faire tuer pour le Donbass ou pour récupérer le Donbass. Ils s'en foutent du Donbass. C'est pas leur pays, si vous voulez. Donc, on vous dit toujours l'unité, c'est le héros de l'unité nationale, mais ça résiste pas à l'analyse. C'est fabriqué. Si vous regardez l'histoire, ça n'existe pas. Il y avait là où il y avait une sorte d'unité, c'était avant 2014, parce que les Américains se sont servis des ukro-nazis pour interdire l'enseignement du russe, etc. Donc, ils ont créé la discorde pour la discorde, mais quand vous écoutez quelqu'un comme Sergueï, comment il s'appelle, le conseiller de Poutine sur les questions des monnaies alternatives, du système alternatif, il dit que lui, il était de Kharkiv. Et il disait, mais à mon époque, entre les russophones et les ukrainophones, il n'y avait pas de problème entre nous. C'est-à-dire que la paix régnait autrefois parce que on n'avait pas créé de pomme de discorde. Aujourd'hui, on ne va pas nous faire croire qu'on crée un sentiment national alors même qu'on a mis une pomme de discorde et alors même qu'il y a une guerre civile qui a duré pendant 8 ans. Est-ce que vous pensez qu'à Odessa, il y a un nationalisme alors qu'on a les russophiles d'Odessa, on les a coincés en 2014 dans le palais du peuple et on a mis le feu, il y a eu 45 morts. Donc, ce pays est traversé de l'intérieur par des haines profondes aujourd'hui qui ont été ravivées. Donc, c'est exactement le contraire. Et Zelensky n'est pas le héros d'abord. C'est un type épouvantablement corrompu. Ça sort en ce moment des choses qu'on savait déjà sur ces villes-là en Israël, sur la Riviera, etc. Il essaye de jouer entre les uns et les autres. Il y a un chapitre dans mon livre sur les profits de guerre et l'économie et la corruption. La corruption en Ukraine est absolue. Est-ce que les gens savent, par exemple, qu'un siège au Parlement, ça vaut $1 million? Si vous voulez un siège au Parlement, vous payez $1 million et après, vous faites des affaires pour vous rempoter. Voilà, c'est ça l'Ukraine. Donc, vous pensez que les gens, qu'il y a un véritable, esprit national. Je vais vous donner un autre exemple. En 91, je dis dans mon livre, en 91, lorsque l'Ukraine accède à l'indépendance, il faut un accord avec les Russes où ils leur rendent les bombes nucléaires, et eux, ils gardent tout ce qu'ils ont en termes d'armes, les armes conventionnelles.
Bon, l'Ukraine est aujourd'hui le plus pauvre de tous les pays de l'ex-système soviétique, alors qu'ils étaient le plus riches. En 91, ils étaient le plus riches. Maintenant, ils sont le plus pauvres. Et ils expliquent, et ça c'est Antoine Colonna qui explique ça, le journaliste de comment ça s'appelle, Valeurs Actuelles, qui explique que ils avaient donc ils fabriquaient 30% des armes de l'ensemble du système soviétique, c'est-à-dire c'était gigantesque. Ils se retrouvent à la tête de ce pactole et ils l'ont vendu pour leur propre compte, les dirigeants de l'armée et politique, et ils ont empoché pour leur propre compte 34 milliards de dollars. Donc quand vous savez que vos chefs ont encaissé 34 milliards de dollars, ne me dites pas que vous vous battez pour le nationalisme quand vous avez à la tête des types qui sont des pourritures et des corrompus. Donc, j'y crois pas, moi. Je peux pas y croire. C'est pas possible. Par contre, il y a des gars qui sont nationalistes. Oui, ça, c'est les bandéristes. Mais d'abord, ils sont payés par les oligarques. Par exemple, le bataillon Azov, c'est la milice privée de Kolomoïski, qui est un des principaux oligarques. Donc, eux, ils se battent comme des chiffonniers, mais eux, ils ont un esprit nationaliste. Mais c'est des nationalistes de la région de Lviv. C'est ceux-là. C'est les fils de Bandera, mais ils ne représentent pas le reste des Ukrainiens. C'est pas vrai. Donc, je ne partage pas la conclusion de cette personne. Oui, je pense que ce que vous voulez peut-être souligner comme paradoxe, cette personne, c'est que c'était Chando, c'est que on promeut finalement le nationalisme ukrainien tout en le fustigeant en France. Surtout de quel nationaliste on parle? Si on parle du nationalisme de ceux qui veulent éradiquer le russe, alors qu'il y a 45% de russophones en Ukraine, c'est pas du nationalisme, ça. Je m'excuse, mais c'est des radicaux qui s'appellent nationalistes, mais c'est des radicaux, c'est pas des nationalistes. Le vrai nationaliste, il devrait être unificateur. Or, je rappelle que Zelensky s'est fait élire à la place de Poroshenko, qui tapait sur le Donbass et puis qui faisait des discours en disant que c'était des sous-hommes, etc., en disant qu'il voulait réconcilier, qu'il voulait appliquer les accords de Minsk. Et il y a eu, je crois, 70% de gens pour lui. Donc, il y avait à l'époque un véritable engouement des Ukrainiens pour la paix. Or, dès qu'il a été élu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Bruxelles en demandant à vouloir être intégré à l'Union européenne et ensuite à l'OTAN. Donc, au départ, la vraie envie des Ukrainiens, c'est pas de chasser les Russes, c'est de faire la paix, c'est-à-dire d'appliquer ces accords qui n'ont pas été appliqués parce que les Américains et les Européens ne l'ont pas fait. C'est ça qui est grave au départ, c'est ce positionnement. C'est nous qui avons amené la division. Alors justement, pour faire le tour de toute cette question-là et pour arriver sur la fin possible du conflit, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a… Alors, est-ce que vous me permettez de faire juste une petite incise avant pour expliquer un point qui est important quand même. En 2014, ce sont les Américains qui font sauter le gouvernement légitimement élu, d'accord, avec les services secrets polonais. On a toutes les preuves de ça. Victoria Nuland, qui est donc la numéro 3 du département d'État américain, téléphone donc à l'ambassadeur des États-Unis 15 jours avant et elle lui dit voilà ce que sera le gouvernement. Donc 15 jours avant. Donc quand vous téléphonez à l'ambassadeur en disant voilà quel sera le prochain gouvernement, c'est que vous êtes en train d'organiser le coup d'État, non? Donc déjà, le coup d'État n'est pas, une revendication populaire, mais construit par les Américains. Ils disent ensuite, elle dit qu'ils ont versé 5 milliards de dollars pour changer le gouvernement et qu'ils expliquent bien gagner de l'argent. Dans le premier gouvernement, savez-vous qui on nomme
comme ministre des Finances, parce qu'il faut tenir ce pays, on nomme la chef du service économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, qui est une Américaine, et on lui donne la nationalité ukrainienne le jour de son intronisation. Voilà. Donc, c'est ça l'Ukraine. L'Ukraine, c'est ça. Et après, on va dire, attendez, le nationalisme ukrainien, etc., etc. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que je dis que quand on regarde les choses de façon affective, on dit regardez les Russes sont méchants, ils ont attaqué l'Ukraine, mais quand vous êtes dans un système comme ça, je suis désolé, ce sont les Américains qui ont colonisé l'Ukraine. C'est ça la vérité. Mais, ouais, quelque part. C'est pas une guerre, russo-ukrainienne, c'est une guerre américano-russe, et ce sont les Américains qui étaient à l'attaque. Alors, justement, pour parler de la fin de ce conflit, vous nous disiez tout à l'heure, il pourrait y avoir un scénario où la guerre ne se termine jamais, parce que ce n'est pas dans l'intérêt des Américains. Alors, c'est ce que je pense, aujourd'hui en tout cas, oui. Ça fait référence là, à une question de Renzia qui disait « Pensez-vous que les États-Unis ont intérêt à mettre fin au conflit maintenant que l'Europe est dans une impasse énergétique ?» Première question. Et deuxième question de la même personne, Renzia, peut-on aller vers un scénario à la coréenne, une séparation en deux du territoire ukrainien? Oui, c'est ce que je pense qui devrait arriver, moi. Je pense que les Américains n'ont pas tellement intérêt à aller au conflit, à arrêter le conflit parce que d'abord, ils n'ont pas envie de perdre la face. Ensuite, parce que les néoconservateurs américains et les démocrates gagnent énormément d'argent à titre personnel avec la guerre, parce qu'ils sont rincés par les grandes sociétés. Le budget américain de la défense a été augmenté dans des proportions absolument considérables. Il est de 750 milliards de dollars, en plus qu'il n'a jamais été, de mémoire. Donc, vous avez un système de redistribution sur lequel je ne m'étends pas, mais dont je parle dans mon livre, qui fait que plus la guerre continue, plus il y a des gens qui se mettent de l'argent dans la poche. Je vais d'ailleurs demain, je dis à ceux de vos lecteurs que ça peut intéresser, je ferai une émission d'1h30 sur Radio Courtoisie sur l'économie de guerre et la corruption, en expliquant comment ça se passe en Ukraine, au Nigeria, en Angola, au Congo. Ce sera à quelle heure? De midi à 13h30, avec Laurent Duplessis, 1h30, sur la guerre et la corruption. Les gens ne s'imaginent pas à quel point la guerre est quelque chose d'absolument extraordinaire en termes d'opportunités pour les gens qui ont les moyens et qui ont les leviers politiques. C'est incomparable, c'est le paradis. Pour nous, c'est l'enfer, mais pour eux, c'est le paradis. Il y a des entrepreneurs parmi nous. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, si on est des cyniques, évidemment. Voilà. Donc, Donc, alors, quelle était son autre question? Sur la possibilité que ça se termine à un scénario à la coréenne. Je pense que les Américains, dans ces conditions, n'ont pas tellement intérêt à ce que ça s'arrête parce que, encore une fois, si ça s'arrête, tous les dirigeants se précipitent à Moscou pour demander qu'on leur rende ce qu'ils avaient. Et donc, ils ont intérêt à continuer à manger tout ce qu'ils peuvent. Par contre, une fois qu'ils auront que l'Europe ne sera ni une menace, ni même une existence, et qu'ils auront la maîtrise de tous les circuits économiques, des banques, etc., à ce moment-là, oui, ils auront intérêt à essayer de trouver un accord avec les Russes, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, ils leur demanderont du gaz pas cher, parce que aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe n'est plus viable, puisqu'elle n'a plus d'énergie abondante et bon marché, elle est plus viable, elle est à la merci de tous ceux qui veulent la faire chanter, les maîtres chanteurs de tous les bords. Donc, elle a besoin de retrouver de l'énergie bon marché, et ça ne peut venir que de la Russie. Donc, quelque part, le fait que les Américains, maîtres de l'Europe, se rabibochent avec les Russes, c'est inscrit dans l'histoire. C'est inscrit dans l'histoire, à mon avis. Et en plus, je pense que les Russes, aujourd'hui, s'en vont à l'Est pour des raisons tactiques. Ils n'ont pas envie, après cette sortie des griffes du puma américain, ils n'ont pas envie de se mettre dans les griffes du tigre chinois non plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, s'ils peuvent revenir vers l'Ouest pour équilibrer leurs risques, ils le feront.
géopolitiquement, s'ils sont intelligents, c'est ce qu'ils feront. Ils n'ont aucun intérêt. C'est une civilisation occidentale. Ils vont pas aller se mettre dans les pattes complètement des Chinois. Donc aujourd'hui, on dit ah oui, mon cher Xi, ah oui, mon cher Vladimir, on s'aime, on s'embrasse et tout ça, mais ça c'est parce qu'ils sont obligés. Et pour l'Europe, finalement, les Russes de rester là-dedans ad vitam aeternam. Ouais. Et pour l'Europe, finalement, les Américains ont intérêt à ce que ça se fasse vite, voilà, pour les raisons que j'ai expliquées. Ouais. Oui, comme vous l'expliquez, effectivement, j'ai l'impression que c'est plutôt gagnant pour eux à court terme. À court terme. Pour l'Europe, oui, en fait, on a l'impression d'être aux marges de l'Empire et on se fait passer dessus, quoi. Ah ben, là, aujourd'hui, on est dans le hachoir à viande. C'est même plus que de se faire passer. On n'est même plus le paillasson. On est le morceau de barbac qu'on est en train de découper. Bon. C'est ça qui nous attend. Alors, question intéressante de Momogi13 qui nous dit: que pensez-vous des propos tenus par l'ancien président Hollande et l'ancienne chancelière allemande sur le fait que Minsk a été signé pour donner du temps à l'Ukraine de s'armer? Bien sûr, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on a signé un accord avec eux et on savait déjà, parce que c'est les Américains qui dirigent chez nous, c'est ça, Harry Branca le montre extrêmement bien, que on n'avait aucune envie de le faire respecter, parce que pour le faire respecter, il aurait fallu que change la direction politique stratégique américaine. Or, le but, c'était de détruire la Russie. C'était ça l'objectif, ou en tout cas d'affaiblir profondément et durablement la Russie. Donc, il n'était pas question d'appliquer ces accords. Vous voyez, on n'est pas dans un système de paix. C'est ça que j'explique. C'est qu'en fait, pour les Américains, la Troisième Guerre mondiale a commencé en 91. Donc, ils sont tactiquement en système de détente, mais en fait, ils sont en guerre depuis cette époque. Et aujourd'hui, on arrive à la phase finale de cette guerre, d'une certaine façon. Et le conflit était inévitable. Mais nous, on ne l'a pas vu. Mais les Russes le savent depuis 20 ans. Parce qu'ils ont bien compris que ces forces politiques, que les Américains ne pouvaient absolument pas se permettre. Et c'est pour ça qu'ils ont fait sauter le pipeline. Ce n'est pas pour punir les Russes, c'est pour punir les Allemands, de les avoir trahis. La décision de faire sauter le gazoduc a été prise en juin, si je ne m'abuse, 2021, a montré Seymour Hersh, c'est-à-dire 8 mois avant la guerre. Donc, ce n'est pas la conséquence de la guerre et la punition des Russes, c'est la punition des Allemands, parce que les Allemands sont allés chercher du gaz chez les Russes, alors que s'ils sont les vassaux des Américains, ils ont interdiction d'aller faire autre chose que des cacahuètes avec les Russes. C'est ça la raison. Donc ça n'a pas changé. Donc depuis 2014, la conséquence, si vous voulez, ce qui est horrible, c'est cette hypocrisie qui consiste: on veut faire la paix, on veut faire la paix. Antoine Colonna ou Teresita Dussart, je me souviens plus de quel des deux, je le cite dans mon livre, montre que le pays entre 2015 et 2021 qui a vendu le plus d'armes à l'Ukraine, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Ouais, j'avais vu passer cette information. Ouais. C'est la France. Donc, le pays qui est censé garantir qu'on va démilitariser, donner l'autonomie politique à ces régions, etc., de façon à éviter la guerre civile, et celui qui, par derrière, s'est servir de ça pour alimenter la guerre civile en livrant des armes à l'Ukraine. Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où en sont les relations internationales si on peut faire ça? Et personne n'a bougé. Est-ce que vous savez, par exemple, que les Russes demandent chaque année, depuis 2014, font passer une résolution à l'ONU chaque année en demandant qu'on interdise à tous les pays de faire la promotion idéologique du nazisme? Vous savez ça? J'ai vu passer. Voilà, et tous les ans. Alors, c'est voté par tous les pays. Et il y a 2 pays qui s'y opposent. On demande qu'on arrête la glorification du nazisme. Il y a 2 pays qui s'y opposent, les États-Unis et l'Ukraine. Et tous les autres pays votent non, et toute l'Europe, y compris l'Allemagne, s'abstient. C'est-à-dire que l'Allemagne ne vote même pas une résolution en disant on est d'accord pour interdire la glorification du nazisme. L'Allemagne... Ouais, c'est
je pense que vous avez tout résumé sur la souveraineté européenne. Hein, là, ça en parle beaucoup dans le chat. Effectivement, qu'est-ce que la souveraineté européenne? J'en profite là pour rebondir sur une question de Méga Dionra. Il dit, est-ce que la mise à sac de l'UE par les USA n'a-t-elle pas comme possible conséquence de faire renaître cette souveraineté européenne? À partir de quoi? Moi, je veux bien que le fait que quand on met dans un chaudron pour me bouillir en me mettant le casserole, c'est là qu'on me permet justement de renaître, mais il faut m'expliquer comment. Moi, je ne sais pas. Oui, et puis en plus… ça ne pourrait renaître en tout cas que de la France et que d'un grand président qui dirait « nous, non ». Une affirmation en disant « non ». Nous n'irons pas plus loin, nous arrêtons là et on bloque toutes les institutions européennes si on fait ça. Ce que n'a pas fait Macron au début du conflit, on peut encore le faire sans avoir le même impact, mais en disant non, nous non possumus, nous ne donnerons plus d'armes, plus rien, c'est fini, on a trop tué de gens, il y a eu trop de morts. Ne me parlez pas des Russes qui sont à nos portes, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous nous armons pour nous défendre si on nous attaque, mais nous sommes un pays pacifique. Nous ne donnerons plus d'armes et c'est terminé. Voilà. Et il y aura beaucoup de peuples qui seront d'accord. C'est vrai que là, ça semble peu chez les Américains. Ouais. C'est vrai que ça semble peu probable pour le moment parce qu'on a l'impression qu'on est dans cette montée aux extrêmes là où justement, si un président français, Macron ou quelqu'un d'autre, adopter cette position, c'était aussi avouer certaines faiblesses, certains agissements par le passé. C'est sûr. Mais vous savez, il y a les dirigeants courageux, ça existe. Les changements de politique, ça existe. Alors, je vais prendre une dernière question parce que on arrive à la fin de l'émission. Bien dommage. Hélas. Mais alors, on en rediscutera, mais on serait très intéressé pour recevoir à nouveau. Hein, de toute façon, je pense que nos éditeurs ont bien compris que quand on échange avec vous, on pourrait parler pendant des heures sur tous ces sujets-là. On peut se donner 2 heures de plus si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors justement, nous, on a une émission derrière, on en parlait tout à l'heure avec Bernard Calba. Mais un autre jour, avec grand plaisir, on en parlera tous les deux juste après l'émission. Je voulais juste prendre cette dernière question de Joël Trembleur. Que pensez-vous de la mise en garde d'Hannah Arendt dans les années 50? L'Allemagne a été sacrifiée pour que le totalitarisme se répande en Europe. Au vu de ce qui se passe, c'est pas faux et c'est presque la conséquence. L'Allemagne a été sacrifiée à l'époque et l'Allemagne est encore sacrifiée d'une certaine façon. Mais c'est aussi la faute de ses dirigeants parce que Merkel avait monté quelque part un système absolument génial, je dirais, une étoile à 3 branches. On donne aux Américains à travers la Commission qu'on maîtrise la maîtrise du système européen. On vous garantit, nous on est vos gardiens de l'Europe, donc politiquement, on vous tient l'Europe. À côté de ça, vous nous foutez la paix et vous nous permettez de faire le commerce avec les Chinois et le gaz avec les Russes. Avec ça, on était les champions de l'Europe. Donc, il ne fallait rien changer de ça, surtout pas. Le jour où on dit, écoutez, maintenant vous allez voter les sanctions, le père Scholz, il s'est pris un grand couteau et il se l'est enfoncé dans le ventre et il s'est fait harakiri ce jour-là. Donc, est-ce que c'est l'Europe qui a été sacrifiée? Est-ce que c'est l'Allemagne qui a été sacrifiée ou est-ce qu'elle s'est sacrifiée elle-même? Je pense que là, elle s'est sacrifiée elle-même. C'est vrai que là-dessus, il faut peut-être aller voir certaines analyses justement de Pierre-Yves Rougeron sur l'aspect psychologique de l'Allemagne, toutes ces affaires-là. C'est très, très intéressant. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Franchement, moi je l'ai lu, effectivement, comme je disais, je l'ai lu en entier l'ouvrage. Je ne peux que le recommander à nos auditeurs. C'est non seulement, vous avez vu la pertinence de l'auteur, c'est bien ciselé, c'est toujours, il y a un certain nombre de notes de bas de page qui fait que vous avez toujours les éléments pour vous y retrouver.
Et cerise sur le gâteau, c'est très bien écrit, ça se lit vraiment très bien. Donc, je ne sais pas ce que vous faites encore sur le chat. Courez sur la librairie du Cercle Aristote. Et puis, je ne sais pas si elle doit être accessible. En tout cas, c'est aux éditions de Jean-Cyril Godefroy. Donc, foncez là où il faut et procurez-vous cet ouvrage. Merci beaucoup. Ah bah voilà, justement, vous avez les liens. Merci Maxime. Vous avez les liens. Donc Cercle Aristote, produit Ukraine, un basculement du monde. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage. Quoi d'autre? Eh ben, écoutez, pour terminer, on voulait avoir une petite lecture de votre part, d'accord. d'une part de votre passage préféré. Voilà. Juste, effectivement, vous étiez passé au Cercle Aristote lundi dernier pour une conférence. Oui. Avec Romain Bessonnet et Bernard Witsch. Comment ça s'est passé? Bernard Witsch n'est pas arrivé parce qu'il est resté coincé dans un train qui n'est jamais arrivé. Aïe. Mais, le pauvre. Mais ça s'est très bien passé avec une assistance très vivante et très intéressée. Et donc, il y avait d'abord une première présentation sur les Poutine par lui-même qui était magistrale, je dirais. Poutine et effectivement lire Poutine. Quand vous voulez savoir ce que pense un dirigeant, le mieux c'est de lire ce qu'il écrit, quoi. Déjà, bien sûr. Discours, donc ça commençait par là. Donc après, c'était facile pour moi d'essayer de montrer un peu tout ça. Alors, je n'ai pas parlé hier et aujourd'hui non plus de tout l'aspect culturel. Je veux quand même en dire un mot parce que je rentre pas du tout, mais je veux dire que c'est quand même, j'ai consacré un chapitre entier. C'est très important de comprendre la guerre culturelle parce que c'est la plus longue et c'est peut-être la plus importante. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Il y a une fracture culturelle entre eux et nous. Nous, on veut mettre dans la Constitution l'avortement jusqu'au dernier jour avant la naissance, et eux, ils mettent dans leur Constitution que la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Nous avons perdu tout sens de l'anthropologie. Nous savons plus ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est que le début de la vie, ce que c'est que la fin de la vie. Nous ne savons pas si nous sommes des animaux, si les animaux sont des hommes. Nous ne savons pas quelle est la différence entre le scarabée et la vache. Donc, nous avons perdu tout sens de notre propre anthropologie. Donc, nous sommes dans peut-être la crise anthropologique la plus grave de toute notre histoire. Voilà. Et eux sont imprégnés de culture traditionnelle russe et de spiritualité. Donc, cette différence entre nous, que j'explique la cause dans le livre, est énorme et fondamentale. Voilà. Et eux ont le sentiment très clair qu'ils défendent notre civilisation contre nous-mêmes. C'est ça qu'ils pensent. Et c'est le moteur, un des principaux moteurs, si ce n'est pas le principal moteur de leur combat politique. Écoutez, effectivement, c'est un aspect, malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'aborder là, mais je pense que ça pourrait être effectivement un bon sujet à couvrir pour une prochaine intervention. Voilà. Merci. Un petit passage alors avec grand plaisir. Et puis, juste avant de vous laisser commencer, je rappelle à ceux qui nous suivent que tout de suite à l'issue, vous avez le live avec Bernard Calbat. Donc, je vais lire le dernier paragraphe en fait de mon ouvrage qui dit dans la conclusion, l'épilogue: les menaces du monde d'aujourd'hui, ce sont les démocraties dévoyées. Remarquons qu'aujourd'hui, le danger pour la paix du monde ne vient pas des régimes forts, des dictatures, mais bien des démocraties, soit par leur impérialisme, soit au contraire par leur faiblesse. En disant ça, je suis pas politiquement correct. Si nous observons bien les choses, la puissance la plus agressive au monde est aussi la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. La Russie a fini par sortir du bois par une série d'agressions visant à l'y enfermer, dont le processus a duré 30 ans. Les pays aujourd'hui les plus belliqueux dans cette guerre, à part les USA, sont la Pologne, une démocratie, et le Royaume-Uni, une monarchie parlementaire qui fonctionne comme une démocratie. La Chine, un pays d'origine pourtant effroyable, ne manifeste pas, en tout cas pour le moment, malgré ses visées passées sur le Tibet et demain peut-être sur Taïwan, un appétit d'une telle ampleur et en tout cas pas militaire. Au regard de sa puissance phénoménale, et même si elle ne fait pas de cadeaux à ses partenaires,
et ne se jette pas visiblement sur ses voisins. Par contre, et c'est tout aussi dangereux, les pays européens se laissent tous emporter vers l'abîme à travers le piège mortel de l'écrasement dans lequel les USA les ont enfermés. Ils n'ont aucune défense. Les démocraties, visiblement, ne sont capables ni de contenir leurs propres appétits, ni de protéger fermement leurs intérêts légitimes. Pourquoi ? Parce que le terme de démocratie est piégé. D'abord, il recouvre en fait des régimes très divers, chaque pays ayant son personnel et sa composition politique, ainsi que ses modes de scrutin spécifiques. Il n'y a pas lieu de les confondre sous un seul vocable parce qu'ils sont tous différents. Les uns fonctionnent, d'autres pas, et le mot démocratie ne garantit aucune réussite. Ensuite, parce que la modernité triomphante nous a vendu la démocratie comme étant le système parfait, une garantie de justice. C'est absolument faux. Le système le plus parfait pour chaque pays est celui qui répond au mieux à ses nécessités à un moment donné de son histoire. Qu'en aurait-il été du régime de Nasser en Égypte, de celui de Rawlings au Ghana, de celui de Bourguiba, si au moment de leur prise de pouvoir, ils avaient été des démocraties à la française, par exemple? Un bain de sang. Voilà, donc je parle ensuite de Rawlings et des Tunisiens. Et nous sommes ici, les Tunisiens ont beaucoup admiré Bourguiba, qui n'avait pas spécialement la main douce. C'est parce que pour tous ces peuples, surtout pour les plus pauvres, le plus important n'est pas la démocratie, mais l'ordre et par ailleurs la justice. La contention des puissants de leurs excès, de leur corruption. Ils ne confondent pas, comme nous trop souvent, le fond et la forme. Si le régime et son chef leur garantissent cela, ils ont leur aval. Et nous sommes ici au cœur de la question. Pour ceux qui la subissent et pour ceux qui en profitent, le mot démocratie n'a pas le même sens. Pour les uns, c'est un rêve de justice sociale qu'ils ne parviennent jamais à obtenir. Pour les autres, c'est un système dont ils profitent et c'est pour cela qu'ils le médiatisent et le défendent bec et ongle sur le principe parce qu'ils savent très bien que dans la pratique, il ne fonctionne que pour eux. Ce que j'explique, c'est que la plupart des démocraties que nous appelons des vraies démocraties, en fait, sont des démocraties dévoyées, ce sont en fait des oligarchies. Car en réalité, le piège de la démocratie vient du fait que c'est le régime le plus facile à dévoyer pour en faire un régime oligarchique. Voilà. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque de l'argent roi, plus aucune instance ne régule le pouvoir. Les élections reproduisent le système sans le réformer, mais en l'aggravant progressivement. Les USA en sont un bon exemple où la politique impérialiste ne s'arrête jamais, quels que soient les changements de politique, et où, à l'inverse du Pentagone, qui tente de modérer la tendance, ce sont les néoconservateurs, ainsi que les lobbies militaro-industriels qui contrôlent, qui veulent la poursuite de la guerre à tout prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. En Europe, ce ne sont plus les systèmes démocratiques nationaux qui dirigent, alors que la guerre fait rage depuis un an, il n'y a aucun débat au Parlement français, mais à travers eux et à Bruxelles, où la corruption règne, les oligarchies mondialistes. Nous voyons le résultat, nous voyons ce que Jean Monnet, l'oligarque parfait, a fait de l'Europe, qu'il a vendu à l'Amérique, et en Ukraine, un pays aux instances démocratiques, mais où le siège au Parlement s'achète $1 million pièce, nous voyons où les oligarques ont conduit le pays à l'abîme, comme les nôtres le font en Europe. Est-ce à dire qu'il faut renoncer dans nos pays à nos systèmes démocratiques? Non pas. Mais nous ne devons pas nous faire abuser par les mots, nous ne devons pas confondre le fond et la forme. La forme, c'est ce que nous répètent nos médias, la nouvelle Pravda, démocratie, démocratie, avec la phrase qui va avec et qui est fausse, la démocratie, c'est la garantie de la paix et de la justice. Et le corollaire qui suit, la dictature, voilà l'ennemi, si nous sommes le bien, vous êtes le mal, et pour cette raison, nous devons vous faire la guerre et vous détruire. Prétexte parfait pour l'impérialisme et mensonge que nos médias nous répètent la main sur le cœur. Le fond, et c'est l'important, c'est ce que ces démocraties recouvrent. Parfois la paix, mais parfois l'impérialisme, et parfois le totalitarisme qu'elles cachent sous le nom générique de régime démocratique. Et souvent l'exclamation « Comment ? Vous êtes contre la démocratie ?» Un piège grossier de plus dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut répondre. Laquelle? Celle dont vous êtes les profiteurs, peut-être. La vérité, c'est que ce n'est pas le nom de l'arbre qui le qualifie, mais la nature de ses fruits. Lorsque l'ordre et la justice à l'intérieur et la protection à l'extérieur, qui sont les trois prérogatives d'un État digne de ce nom, ne fonctionnent plus, c'est qu'il est aux mains des oligarchies. Il faut alors abandonner cette démocratie-là pour en recréer une autre, soit par le changement des institutions, soit par le changement de la pratique.
La démocratie alibi, oripeau de l'oligarchie et de la soumission à l'étranger doit cesser. Le veau d'or est toujours debout. Nous y sommes.